Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait partie de Cifadis, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Never Stop Learning consacré au livre d'Étienne Galmiche, Innover en formation grâce à la pédagogie expérientielle. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours d'Étienne, de sa vision de la formation et de ce qui rend ces approches innovantes. L'idée, c'est de donner aux responsables de formation, formateurs, ingénieurs pédagogiques et Learning and Development Managers plein de pistes concrètes pour bien évaluer leurs pratiques. Bonjour Étienne. Bonjour Gérard. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et de ta découverte de la formation, car je crois savoir que tu n'as pas démarré par un parcours dans la formation justement. Oui, et effectivement, la plupart des personnes avec qui je travaille d'ailleurs me disent à peu près la même chose. J'ai rarement rencontré des personnes qui me disaient j'ai voulu être formateur depuis que je suis né ou C'est je vrai. me suis formé de façon académique au sujet. Donc moi non plus, je n'ai rien à voir avec le métier au départ. Je viens d'une formation juridique à la base, puis d'un parcours assez long dans la fonction publique, à la fois la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, un peu partout en France, en Isère, en Bourgogne. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé dans la formation, à une occasion de prendre la direction d'un organisme qui venait de naître, qui s'appelait Talent Campus, une initiative soutenue par l'État, portée par les universités de Bourgogne et Franche-Comté. Et c'est dans ce cadre-là que je suis tombé dans la marmite, d'abord en gérant cet organisme, donc la stratégie, les partenariats, le financement. Et puis petit à petit, je suis commencé à rentrer dans les salles, à regarder un petit peu ce qui s'y faisait. Alors le sujet c'était les compétences psychosociales, donc ça va pas me lâcher ensuite jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis donc intéressé à ce qui se faisait dans les salles, et puis petit à petit j'ai eu envie d'en faire mon métier. Et donc ça fait 11 ans, je crois, que j'exerce le métier de formateur. Merci pour cette présentation, Étienne. On va rentrer maintenant dans le cœur de l'épisode et on va parler donc beaucoup de pédagogie expérientielle. Qu'appelles-tu exactement pédagogie expérientielle et pourquoi y tiens-tu autant? Alors, j'aime la pédagogie expérientielle depuis assez peu de temps en réalité, puisque pendant des années et des années, j'ai parlé de pédagogie active, parce que c'était un peu le mot qu'on employait à l'époque, dans les, enfin voilà, années 2013, 14, 15. On parlait beaucoup de pédagogie active et quand j'entendais ce mot-là, j'imaginais toujours des apprenants en train de s'activer, donc en train de bouger, en train de faire des trucs. Et il y avait quelque chose qui était un peu bizarre parce que je me disais, mais est-ce qu'il faut juste faire remuer des personnes pour qu'elles apprennent? Et petit à petit, j'ai essayé de trouver un autre terme et c'est à ce moment-là que je me suis dit finalement, la pédagogie que je propose et la pédagogie que j'essaie de mettre en valeur dans mon livre, c'est une pédagogie de l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que avant même d'envisager un apprentissage, c'est-à-dire avant même de transmettre un contenu d'apprentissage, on peut proposer aux apprenants une expérience, une première expérience. Et ça, j'ai découvert ça dans pas mal d'endroits, notamment en Belgique, à Louvain-la-Neuve, où il y a une école polytechnique qui propose des enseignements disciplinaires. Donc, on va trouver des mathématiques, de la physique, et ils vont proposer cet apprentissage avec des expériences qui sont préalables. C'est-à-dire que on va avoir des étudiants qui sont en train de faire des mathématiques, mais qui n'ont pas le cours. Et donc, contrairement à ce qu'on a vécu, nous, apprenants, avec le théorème de Pythagore, par exemple, on se retrouve à devoir le redécouvrir par l'expérience, avec un problème à résoudre. Et en fait, j'ai trouvé que c'était remarquablement inspirant. C'est-à-dire que les personnes se grattent la tête, se posent plein de questions, essaient des hypothèses et finalement reprennent un cycle naturel de l'apprentissage. Quand on a appris à parler, quand on a appris à marcher, bah, en réalité, on a commencé par l'expérience. On n'a pas eu d'abord un cours de marche par nos parents. En général, on a essayé de se lever, puis on est tombé une fois, deux fois, 10 fois,
jusqu'à réussir à marcher. Et donc vraiment pour moi, la pédagogie expérientielle, c'est ça, c'est reprendre un cycle naturel d'apprentissage. Et il y a un chercheur qui a essayé de conceptualiser ça, qui s'appelle David Kolb, Kolb avec un K, pour arriver à le retrouver si, voilà, si les auditeurs ont envie de le retrouver. Et David Kolb, en fait, il montre ce cycle-là en montrant comment on inverse la logique, c'est-à-dire en disant, voilà, on vit une expérience, et puis ensuite, on prend un temps de recul sur l'expérience qui a été vécue. Le on, c'est le formateur qui propose aux apprenants de prendre un temps de recul en disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez réussi, à quel endroit vous pensez avoir échoué. Et puis, une fois qu'il y a eu ce temps de débriefing, de recul, on peut amener un temps de ce qu'on appelle la conceptualisation, c'est-à-dire en fait prendre encore plus de recul en allant chercher des outils conceptuels extérieurs, des éléments de connaissance, des éléments théoriques qui vont venir muscler quelque part l'expérience des apprenants. Et puis pour terminer cette boucle, en fait, ce qu'on parle vraiment d'un cycle expérientiel, pour terminer la boucle, ce qui est idéal, c'est de réexpérimenter, c'est-à-dire de reprendre une expérience assez proche de la première, mais un petit peu différente pour pas avoir une impression de déjà vu. Et cette expérience relativement proche va permettre d'éprouver si les compétences, les connaissances des apprenants ont pu se développer à la lumière de ce cycle. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, Étienne, que, cette boucle, finalement, elle va renforcer l'engagement et la mémorisation? Oui, absolument. Alors, elle renforce l'engagement parce qu'en fait, c'est motivant d'être dans l'expérience. C'est-à-dire que finalement, ce qui est le problème dans l'apprentissage, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis assis au fond de ma chaise et que on déverse des contenus en direction de mon cerveau, il y a quand même plein de mécanismes d'alerte qui sont, alors je pense qu'on y reviendra, mais les neurosciences expliquent très bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas un engagement actif du cerveau, en fait, le cerveau est en incapacité d'apprendre. Et cet engagement actif, ben, il est bien plus favorable, bien plus favorisé quand il y a une expérience qui est proposée à l'apprenant. Donc effectivement, ça permet de l'engagement. Et puis, en termes de mémorisation, il y a beaucoup de recherches, je reparlerai sans doute de Stanislas Dehaene, qui montre que la mémorisation, c'est aussi a beaucoup de connexion avec les émotions. Et en général, on s'aperçoit qu'une personne, quand ses sens sont mobilisés, et pas seulement l'ouïe, mais que la vue, le toucher, l'engagement corporel, tous ces éléments-là sont mobilisés, quand on voit que ces émotions sont mobilisées, quand on est dans une expérience, on peut avoir peur d'échouer, on peut avoir un peu d'agacement quand ça marche pas, on peut avoir la joie de réussir. Voilà, tous ces éléments émotionnels et sensoriels, en fait, sont extrêmement efficaces pour la mémorisation. D'accord. Alors justement, tu parlais de Stanislas, Dehaene et dans ton livre, tu évoques souvent les piliers essentiels, pour une formation réussie. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les grands principes qui garantissent, la réussite d'un dispositif de formation? Quand tu viens d'en citer un, clairement. Oui, oui, j'y reviens parce que je l'ai effleuré. Euh, le premier, moi je crois qu'il y a trois idées fortes. La première, c'est effectivement ces quatre piliers de l'apprentissage qui ont été théorisés par un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui a le talent d'être accessible. C'est-à-dire que si vous allez taper son nom sur Internet, vous trouverez des ressources qui sont relativement accessibles, alors que son métier consiste quand même à regarder des IRM de cerveau en train d'apprendre, donc ça pourrait être particulièrement rébarbatif pour des personnes qui sont pas du domaine. Et je n'en suis pas, donc je le remercie de s'être rendu accessible. Et donc lui, il pose quatre piliers qui sont finalement des choses qui sont un peu de l'ordre du bon sens, mais ça fait du bien de se dire qu'un chercheur en sciences cognitives a pris le temps de valider le bon sens par de la science. Son premier principe, c'est de dire, le premier pilier, c'est l'attention. C'est-à-dire, en fait, l'attention, il faut imaginer que c'est la porte d'entrée dans le cerveau. C'est-à-dire que si cette porte, elle est fermée, c'est-à-dire si la personne n'est pas attentive, bah, évidemment, il n'y a aucun apprentissage possible. Je pense que j'y reviendrai. Ensuite, on va retrouver effectivement cette histoire d'engagement actif. C'est-à-dire que le cerveau, il a besoin de faire des hypothèses, de se poser des questions pour être en logique d'apprentissage. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le retour d'information. Il y a des formateurs qui parlent aussi de feedback. Le retour d'information, c'est l'idée que si le cerveau se pose une question, il a besoin à un moment d'avoir une réponse. C'est-à-dire que si je m'engage dans une activité puis qu'à aucun moment on me dit si c'est bon ou si c'est pas bon, bah en réalité, j'ai pas de repère, donc je peux pas vraiment apprendre. Donc il y a vraiment besoin à la fois de s'engager,
deuxième pilier, et d'avoir un retour d'information, c'est le troisième pilier. Et puis le quatrième, qui va vraiment avoir un lien avec la mémorisation, c'est ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation, c'est le fait d'engager un mouvement de répétition d'un signal d'apprentissage. C'est-à-dire que, un peu comme si on imaginait un vinyle, on voit qu'il y a des sillons dans ce vinyle, et ben, le cerveau marche un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir creuser le sillon avant que ça fonctionne. Donc voilà, les liens entre les neurones, ils ont besoin d'être activés, réactivés un certain nombre de fois pour transformer une petite route de campagne entre deux neurones en une belle autoroute bien solide où la connaissance circule de façon fluide. Donc ça, c'est vraiment la première idée importante pour moi. La seconde, je pense qu'elle est relative à la manière avec laquelle on va formuler ses objectifs. Très souvent, on parle d'objectifs pédagogiques et il y a un piège dans cette notion, c'est que on imagine finalement que ce sont les intentions pédagogiques du formateur. Donc, je suis dans mon bureau, je me prépare à une formation et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Et en réalité, je me pose pas tout à fait la bonne question quand je fais ça, parce que je me pose pas la question de qu'est-ce qu'ils vont apprendre. C'est pas moi qui cherche à envoyer du contenu. Alors bien sûr, c'est ce que je vais faire quand même à un certain moment, mais qu'est-ce que les apprenants vont apprendre? Qu'est-ce qui va rester à la fin de la journée? Et quand on pose cette question du point de vue de l'apprenant, on renverse complètement l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, je vais émettre un contenu, je vais proposer des expériences, je vais faire vivre une journée, 10 journées de formation. Mais la question fondamentale, c'est à la fin, qu'est-ce qui leur reste? Et puis à la fin, c'est à la fin de la journée, mais c'est aussi dans un mois ou dans 6 mois. Et là, la question peut commencer à faire un petit peu mal. Le troisième grand sujet qui est d'ailleurs très en lien avec ça, c'est la question de l'alignement entre les objectifs, donc en espérant qu'ils soient des objectifs plutôt des objectifs d'apprentissage plutôt que des objectifs pédagogiques, l'alignement entre les objectifs, l'évaluation qui va être faite, s'il n'y a pas d'évaluation, finalement, je suis sûr de gagner à tous les coups, l'alignement entre objectifs, l'évaluation et les activités qui sont proposées. Et ça, c'est comme une espèce de circuit, c'est-à-dire que en fait, on va pouvoir travailler sur les éléments du circuit en permanence. C'est-à-dire, une fois se dire, tiens, ça n'a pas bien fonctionné, peut-être que mes objectifs sont trop ambitieux, ou que mes activités sont pas tout à fait adaptées au public que je propose, ou que mon évaluation finalement ne mesure pas ce que je voudrais mesurer. Enfin voilà, il y a vraiment, quand on parle d'ingénierie pédagogique, je pense que voilà, c'est quand même un métier d'ingénieur. Bon, j'en dis pas plus parce que je pourrais ne pas m'arrêter sur ce sujet. Ouais, sujet réellement passionnant dès on parle de Stanislas Dehaene. Alors justement, pour revenir à ce que tu viens de mentionner, on va faire un petit passage par les neurosciences. En quoi les neurosciences, elles vont influencer ta pratique de formateur? Qu'est-ce que ça change concrètement dans ta manière de concevoir tes sessions? Moi, ça a changé. Alors, si je devais choisir un élément, ça a changé ma relation à l'attention. J'en parlais tout à l'heure en disant, l'attention, c'est la porte d'entrée dans le cerveau. Alors effectivement, moi, il m'est arrivé au début de ma carrière de formateur, quand je débutais, de me dire bon, j'ai l'impression qu'ils écoutent pas trop, mais je vais quand même envoyer le contenu et puis ils vont bien apprendre quelque chose. Et cette espèce d'illusion, il y a plein d'illusions en fait dans lesquelles j'ai eu l'impression de vivre et je pense que je suis pas le seul. L'illusion qu'effectivement, si je continue à parler, ça va rentrer. L'autre illusion, c'est ce que j'ai dans la tête et la manière avec laquelle je pense les choses, c'est ce qui va exactement arriver dans le cerveau de mon apprenant. Et cette illusion qu'il n'y a pas de transformation en fait entre le signal que j'envoie et le signal qui est reçu, c'est une illusion terrible parce que elle va créer un nombre incroyable d'incompréhension, de non-apprentissage. Et l'attention au niveau neuroscientifique, c'est précisément ça. C'est-à-dire, c'est à la fois la porte d'entrée, c'est-à-dire elle est ouverte, elle est partiellement ouverte ou elle est fermée, mais c'est aussi une sorte de filtre, c'est-à-dire qu'on peut figurer un entonnoir, et en fait, toutes les informations qui vont être perçues par le cerveau, et il n'y a pas que le contenu de l'enseignement, malheureusement, il y a tout ce qui se passe dans l'environnement, un bruit, un collègue qui parle, une notification sur son téléphone, enfin voilà, il y a trop de chaleur, enfin il y a plein de signaux qui peuvent être de tout ordre, qui vont venir entrer dans le circuit attentionnel, et en fait, ça marche comme un entonnoir, c'est-à-dire comme un filtre. La personne, en fait, le cerveau va pouvoir en garder qu'une toute petite partie. Et donc, ce qui va rentrer dans le tuyau de l'entonnoir, c'est pas forcément mon enseignement. Et puis, ce qui va rentrer, en plus, risque d'être déformé par tous les cadres de référence, les filtres
ont les personnes qui sont liées à notre expérience, à notre âge, à notre vision du monde, nos croyances, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, au final, entre le message que j'envoie on va dire, dans un environnement qui potentiellement est un peu bruyant, avec des gens qui parlent, etc., et le message qui est reçu, bah, peut n'avoir absolument rien à voir. Et ça, je sais que ça a complètement changé ma pratique de formateur, parce que, en fait, je me suis dit, tant que l'attention n'est pas obtenue, tant que l'attention n'est pas qualitative, en fait, ça sert à rien que je parle, ça sert à rien que je propose quelque chose. Donc, très régulièrement, maintenant, dans ma pratique, j'accepte de m'arrêter, j'accepte de positionner une pause à un moment qui n'était pas prévu, parce que je vois que tout le monde est un peu agité. J'accepte euh, de parler de l'attention avec mes apprenants en leur disant, bah, vous voyez, là, j'essaie de vous transmettre quelque chose, puis je vois que vous y êtes pas du tout, et en fait, je mets l'attention finalement au cœur de ma relation avec les apprenants. Et ça, je pense que c'est vraiment l'apprentissage majeur que j'ai eu des neurosciences. D'accord. Très très clair. Merci Étienne. Dans ton livre également, tu insistes beaucoup sur la place de l'erreur dans l'apprentissage. Donc la question, c'est pourquoi tu considères que l'erreur est un élément si important? Et oui, on est à nouveau dans les piliers de l'apprentissage que je citais tout à l'heure. Donc, le premier pilier, c'était l'attention, donc je viens d'en parler. Les piliers numéro 2 et numéro 3, c'est l'engagement actif, donc le besoin de faire des hypothèses, et le feedback, la consolidation, le retour d'information, qui consiste à faire un retour sur ce qui s'est passé dans l'engagement. Et l'erreur, elle est précisément là. C'est-à-dire que l'essai-erreur, c'est le mouvement fondamental et naturel de l'apprentissage chez l'homme. C'est-à-dire que je me suis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de marcher, j'ai fait des hypothèses. Ces hypothèses se sont révélées justes ou pas, et quand je me suis trompé, je suis tombé la plupart du temps, et en tombant, j'ai appris qu'il y avait quelque chose à corriger. Donc en fait, l'erreur, c'est pas juste un droit, c'est-à-dire souvent on pose un cadre au début de la formation en disant voilà, vous avez le droit à l'erreur. Moi, je dis toujours, vous avez le devoir de vous tromper. S'il vous plaît, trompez-vous, parce que si vous ne vous êtes pas trompé dans la journée, ça veut dire que à 99%, vous n'avez rien appris. Ouais. Donc, plus vous vous trompez, plus vous vous apprenez. Et à cet endroit-là, moi j'ai en mémoire une amie qui est aussi une ancienne prof de maths, qui s'appelle Marie Milis, que je cite d'ailleurs dans mon livre. Et Marie Milis, quand elle était enseignante en mathématiques, elle disait, l'erreur, c'est ce qui va me permettre d'emprunter le chemin vers l'intelligence de l'élève. Et je trouve que cette phrase est magnifique, c'est-à-dire qu'elle dit finalement, les élèves ne sont pas bêtes quand ils se trompent, quand ils comprennent pas que 3 plus 3 égale 6, c'est simplement que leur intelligence à eux ne fonctionne pas comme la mienne. Et donc, l'erreur, c'est le fil d'Ariane qui va me permettre petit à petit de remonter au code source, là où il y a eu peut-être une première, voilà, un premier dysfonctionnement dans l'intelligence, mais ça reste une forme d'intelligence. Et je vais proposer à l'apprenant une autre forme d'apprentissage et une autre forme d'intelligence pour qu'il puisse se dire, ah, ok, si je regarde le monde comme ça, effectivement, dans ce cadre-là, ça peut fonctionner autrement. D'accord. Alors, on a parlé de motivation, on a parlé d'attention, mais cette attention, elle peut très vite chuter. Tu viens de donner un exemple, euh, des bruits dans la salle et des gens qui n'écoutent plus. En clair, quels conseils pratiques tu peux donner pour maintenir l'attention en formation? Je vais peut-être en choisir un ou deux. Je vais en choisir deux. Le premier, on a parlé des cycles expérientiels qu'a théorisé David Kolb. Euh, Finalement, moi, ce que je trouve très efficace, c'est des cycles courts. C'est-à-dire que quand on entre dans une logique de se dire, il y a une expérience, 15-20 minutes, il y a un débriefing sur cette expérience, 10-15 minutes, il y a un petit temps de conceptualisation, 10-15 minutes, et puis on réexpérimente. Bah, au final, j'ai fait une heure. C'est déjà pas mal dans une journée. J'ai fait une heure, mais cette heure, elle a été coupée en 4 morceaux. Et pour les apprenants, en fait, on sait que le temps d'attention il est relativement court. Alors, on parlait de 15-20 minutes. On sait qu'aujourd'hui, avec la fragmentation de l'attention qui est liée à l'usage des téléphones portables notamment, ce temps d'attention diminue. Donc, on est plutôt vers 10 minutes, parfois moins. Moi, il m'est arrivé de faire des interventions dans des classes de lycée où on me disait il n'y a pas plus de 5 minutes d'attention. C'est assez terrifiant. Donc, plus les cycles sont courts, plus en fait on va permettre effectivement à l'attention de se renouveler, de se rééditer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je change d'activité, finalement, je repars à zéro. Donc ça, ce serait mon premier conseil.
Le deuxième, c'est un petit outil que j'ai créé et que je trouve très efficace, que j'appelle l'attentiomètre. Alors, la condition pour le mettre en place, c'est que les personnes qui sont en face de moi soient quand même globalement bienveillantes avec moi, c'est-à-dire que si je sens que le groupe peut avoir une envie de me désarçonner, alors j'y vais pas. L'attentiomètre, ça consiste à tracer un rond rouge sur un post-it. Chaque personne a un post-it avec son rond rouge devant elle, et à un moment où elle sent que son attention va chuter, elle positionne devant elle sur la table, voilà, où elle peut, elle va positionner son post-it devant elle, sans forcément alerter mon attention, lever la main, dire Monsieur, j'arrive pas à écouter, mais simplement poser un signal visuel que là, elle est en train de se couper de son attention. Et ça a une double vertu. Premier intérêt, c'est que moi, ça m'envoie un signal très clair, c'est-à-dire que je ne peux pas être à la place de chaque personne, je peux pas être dans son cerveau, donc là, ça me donne une indication que, ah, ok, je l'avais pas vu, mais il y a quelqu'un qui est en train de lâcher. Deuxième effet qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on demande à quelqu'un d'être attentif à son attention, ça a un effet de renfort justement sur l'attention. J'ai mis 3 fois l'attention dans la même phrase, c'est-à-dire qu'en gros, euh, si je commence à me dire tiens, est-ce que je suis attentif, en réalité, ça va créer un sursaut d'attention. Et donc, le fait d'être comme ça, de placer l'attention au cœur de la relation avec les apprenants, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet justement de se dire, ok, c'est pas juste le problème du formateur, c'est le sujet de tout le monde en fait. Et donc cet attentiomètre, c'est vraiment une manière de dire, bah vous l'avez peut-être pas vu, mais là moi je suis en train de lâcher, puis je vois 2, 3 ronds rouges qui commencent à arriver. Ok, on s'arrête un moment. De quoi avez-vous besoin pour être plus attentif? Puis on en parle. Une petite pause, se lever. Finalement, il y a une consigne que j'ai pas bien comprise. Ok, on en parle. Pas de panique, tout va bien. Et finalement, comme l'attention c'est la base et c'est le premier élément pour avancer, eh ben une fois qu'on a fait le tour de ce qui posait problème, on peut reprendre. D'accord. Alors, au-delà de l'attention, il y a aussi la participation active et la prise d'initiative. Comment tu fais concrètement pour motiver les apprenants à être acteurs de leur apprentissage? Alors la motivation, en fait, la motivation, c'est un sujet qui est absolument majeur. Je vais citer un troisième auteur que je trouve extrêmement inspirant là-dessus, qui est pas toujours très connu parce que il s'est essentiellement intéressé aux élèves. Et donc les formateurs, notamment les personnes qui travaillent dans la formation professionnelle, ont pas toujours ce public-là en face. Et en réalité, ces travaux sont tout aussi intéressants pour des apprenants adultes en formation professionnelle. Cet auteur, c'est Roland Viau. Roland Viau, il est d'origine canadienne et en fait, il a essayé de conceptualiser ce qui pouvait être des éléments de motivation. Et alors il a beaucoup de critères, il a formalisé beaucoup de critères, mais ceux qui m'intéressent beaucoup, c'est effectivement la motivation, elle est liée au sens. C'est-à-dire que si je propose une activité qui n'a a priori pas de sens pour les personnes qui vont s'y mettre, en fait, leur engagement va être moins bon. Donc, mon premier critère quand j'imagine une formation, c'est est-ce que les activités que je propose vont avoir du sens pour les personnes à qui je vais les proposer? Et si ce sens ne ressort pas de façon évidente, est-ce que je prends bien la peine de l'expliquer pour que les personnes s'engagent? Donc, c'est vraiment un premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le sentiment de compétence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas proposer une activité qui est trop difficile parce que les personnes en fait vont se décourager. Mais il faut pas non plus qu'elle soit trop facile. C'est ça qui est pas simple. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste dosage entre un niveau de difficulté qui est accessible, mais qui va être progressivement de plus en plus difficile. Et là-dessus, les petits jeux vidéo qui sont sur les téléphones sont remarquables dans leur conception. Je fais de la pub pour un jeu qui s'appelle Angry Birds, qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui, qui est un jeu qui consistait à lancer des oiseaux sur des cochons. Bon, le pitch du jeu est un peu improbable. Euh, et en fait, dans Angry Birds, ça commence, c'est très simple. Voilà, on apprend déjà à utiliser un lance-pierre qui lance un oiseau. Bon, c'est pas forcément très intuitif. Et donc, au début, le cochon, il est très facile à toucher. Et puis, petit à petit, il va être caché derrière une montagne. Il va y en avoir plusieurs. Les oiseaux vont avoir différents pouvoirs. Enfin, voilà, la difficulté va être progressivement de plus en plus importante. Et ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement motivant. Et puis, dernière chose que je garde bien à l'esprit pour motiver les personnes à s'engager dans les activités, c'est le plaisir. C'est-à-dire que
Moi, je vois pas pourquoi l'apprentissage devrait être quelque chose de pénible. Finalement, on a intériorisé un peu cette croyance parfois avec des moments au collège ou au lycée notamment, où on avait peut-être d'autres choses à faire et on a eu l'impression que c'était pas sympa d'apprendre. Mais en réalité, on devrait être ravi d'apprendre. Donc moi, j'essaie vraiment de proposer des expériences qui sont plaisantes, qui sont amusantes. Et donc, j'ai pas peur en fait de mettre un peu de fun dans mes formations. D'accord, super. Alors, on parle de formation, souvent on associe formation avec le mot évaluation. Est-ce que tu en fais dans tes formations? Comment et si oui, comment tu les conçois, ces évaluations? Comment ça se passe? L'évaluation, alors, quand on parle d'évaluation, immédiatement, on pense à l'évaluation qui est en fait ce qu'on appelle l'évaluation sommative. C'est-à-dire, en gros, à la fin, on va mettre une note. Ça, c'est l'évaluation qu'on a connue quand on était élève. En face de cette évaluation sommative, on va avoir une évaluation qui est plutôt formative. L'objectif étant plutôt d'utiliser l'évaluation pour permettre à l'apprenant de renforcer ses apprentissages, de tester ses connaissances, etc. Typiquement, quand vous proposez un quiz en cours d'intervention, bah, vous faites de l'évaluation formative. Et si à la fin vous posez un questionnaire avec des questions de compréhension, etc., vous êtes plutôt dans l'évaluation sommative. Donc évidemment, l'évaluation formative, c'est un outil super intéressant parce que je le rappelle, le pilier 2 de Stanislas Dehaene, c'est l'engagement actif. L'engagement actif, c'est le fait pour le cerveau de se poser des questions. Donc en fait, quand on place la personne en apprentissage dans une situation où elle va devoir se poser une question, donc en gros, quelle est la réponse à la question qu'on est en train de me poser? Voilà, j'ai un petit quiz, un moment en formation où on me pose des questions. Le cerveau se remet en engagement actif. Donc en fait, on réengage de nouveau un joli cycle d'apprentissage. Donc c'est pour ça que je pense que l'évaluation est super intéressante. Si je rajoute un deuxième élément, puis après je m'arrête parce que je me sens gourmand sur le sujet, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans l'évaluation, c'est ce qu'on appelle les grilles critériées. Pour essayer d'être simple, quand je conçois mes objectifs, en amont de ma formation, je vais imaginer un certain nombre de comportements de mes apprenants à la fin de la journée. En gros, des comportements ou des actions, c'est-à-dire que je vais me poser la question, les apprenants, à la fin de la journée, seront capables et puis je vais utiliser des verbes d'action, donc ils seront capables d'expliquer dans un questionnaire quels sont les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, ils seront capables de justifier en quoi chaque pilier est important pour l'apprentissage, etc. Donc je vais poser comme ça un certain nombre de verbes d'action, d'hypothèses, en disant à la fin, j'aimerais bien qu'ils soient capables de faire ça. Et donc pour évaluer ces objectifs, je peux utiliser des grilles, c'est-à-dire en fait, je vais critériser les degrés d'atteinte des objectifs. Donc par exemple, je vais dire s'ils sont vraiment complètement pas capables de faire ça, ils sont pas capables de citer les piliers de l'apprentissage, ou alors ils vont m'en citer 1 sur 4, ce qui est largement insuffisant. Après, je vais mettre un deuxième niveau de performance en me disant tiens, ils sont capables de m'en citer 4, mais en gros ils se trompent un peu dans les noms et puis ils sont pas trop capables de m'expliquer ce qu'il y a dedans. Troisième niveau de performance, qui serait là un niveau assez acceptable, ils citent les 4 et puis ils savent en une phrase expliquer à peu près ce qu'il y a dedans. Puis quatrième niveau, là ce serait même un peu au-delà de mes attentes. Ils savent citer exactement le nom des 4 piliers, ils savent m'expliquer ce qu'il y a vraiment dedans, et puis ils peuvent même me justifier un peu pourquoi ces 4 piliers sont vraiment importants pour l'apprentissage. Là, je pense à une formation de formateur, par exemple, où ce genre de concepts, je vais les transmettre. Et donc là, en fait, on va générer des observables. C'est-à-dire que moi, à la fin, quand je vais évaluer les personnes, que ce soit pendant d'ailleurs la formation ou à la fin, je vais avoir des observables. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire objectivement, voilà dans quel cas, quelque part, ils vont entrer. Et donc, on peut imaginer de faire ça sur de la prise de parole en public, par exemple, où on va avoir différents niveaux de performance entre la personne qui parle à peine, la personne qui s'exprime mais qui va avoir faire beaucoup d'erreurs de positionnement, qui va pas beaucoup utiliser son corps, etc. Et donc ça va être une manière, d'une part, d'avoir un outil très objectif pour évaluer, et puis surtout, et je finirai par ça, c'est un outil qui peut être donné aux apprenants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de le garder pour soi. Moi, dès le départ, je leur dis, voilà, quels sont les critères de performance attendus, voilà à quel endroit je vais juger que vous êtes au rendez-vous sur mon évaluation. Et donc, ça permet aux apprenants, en fait, d'être beaucoup plus vigilants sur les apprentissages, de se dire, OK, là, quand il est en train de nous expliquer pourquoi les piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, ils sont importants,
et ben, je sais qu'à la fin, on va me le demander, donc je vais prendre des notes, je vais être particulièrement attentif. Voilà pourquoi l'évaluation, ça me passionne, parce que je trouve que c'est au-delà d'un aspect purement réglementaire, administratif, il faut avoir évalué les gens, etc. Bah, en réalité, c'est un super outil à la fois pour concevoir ses apprentissages et pour embarquer et accompagner ses apprenants. Alors je sais que tu utilises aussi beaucoup le jeu en formation, y compris les jeux de société. Comment tu les intègres, ces activités? Est-ce qu'il s'agit de jeux du commerce, de jeux détournés, de tes propres créations et pourquoi? Vaste sujet aussi. Vaste sujet, et je m'efforce à la synthèse. Je vais faire de la pub pour commencer. J'ai écrit avec deux amis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Former, embarquer, jouer. Voilà, c'est un livre qui est disponible aussi sur Amazon et qui parle justement des jeux en formation, comment on peut les utiliser, pourquoi, etc. Finalement, moi, je me suis mis à utiliser les jeux d'une part parce que j'aime énormément ça, donc c'est une passion personnelle, et puis surtout parce que quand j'ai découvert les cycles d'apprentissage de Kolb, les piliers de l'apprentissage de Dehaene et compagnie, et puis la motivation de Roland Viau, ces trois auteurs, c'est vraiment mes trois amis. Euh, je me suis dit, mais finalement, le jeu, il remplit, il coche toutes les cases en fait. C'est-à-dire que ça déclenche du plaisir, ça déclenche des défis. C'est quand on joue en général, on est très attentif, ça déclenche des émotions. On mobilise tous les sens parce qu'il y a de la manipulation de matériel. Donc finalement, le jeu, ça coche toutes les cases. Donc je me suis dit, il faut que j'en utilise davantage. Et puis en plus, c'était un plaisir perso, donc je me suis dit, bah non seulement c'est efficace, mais en plus, ça va me faire plaisir. Et en termes de pratique, j'ai d'abord commencé à utiliser des jeux du commerce parce que, en tant que joueur, je sentais bien qu'il y avait certains jeux qui me semblaient avoir de l'impact. Alors, il y en a qui sont très célèbres, que tout le monde utilise déjà. Si je parle du Dixit, par exemple, voilà, les cartes Dixit sont régulièrement utilisées en photolangage. On peut penser aussi au Time's Up, ce jeu qui consiste à faire deviner des mots d'abord en expliquant ce que c'est que le mot, puis en donnant qu'un seul mot pour le faire deviner, puis en mimant. Voilà, ce genre de jeu, ça stimule très très bien l'engagement, l'apprentissage, etc. Puis après, on peut aller chercher des jeux un peu différents. Moi, j'en citerai un que j'aime beaucoup qui s'appelle Magic Maze, le labyrinthe magique. C'est un jeu qui en fait, où tous les joueurs vont pouvoir manipuler des pions qui représentent des personnages qui doivent se déplacer dans un labyrinthe. Et la grosse contrainte de ce jeu, c'est que chaque joueur a un rôle différent. Il y en a un qui va pouvoir emmener tous les pions, mais uniquement vers le nord, un autre uniquement vers l'est, etc. Et les joueurs doivent jouer en silence et en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a un sablier qui va limiter le temps de jeu. Et le fait de jouer en silence, donc, et de pas pouvoir se parler, de pas pouvoir dire à quelqu'un, vas-y fais ça, tourne à droite, etc. Ça va créer énormément d'émotions, beaucoup de frustration, beaucoup de moments où les gens sont un peu en crise. Alors ils ont droit à une espèce de pion rouge pour le mettre devant quelqu'un pour lui dire fais quelque chose. Et toutes ces situations, moi je les trouve extrêmement intéressantes ensuite à débriefer. Par exemple, dans un séminaire sur l'intelligence émotionnelle, sur le management, sur la formation de formateurs, moi c'est un jeu que je sors à tous les coups. Donc là, le jeu, je ne le modifie pas, je l'utilise tel qu'il est. Simplement, je vais éclairer en fait son usage par un débriefing. Donc en fait, ce jeu-là, c'est ma première expérience dans le cycle de Kolb. Et en général, je vais faire un ou deux tests du jeu. Donc les personnes vont globalement rester sur un échec. On va faire un débriefing, on va apporter un certain nombre de connaissances et on va réexpérimenter avec le même jeu parce qu'ils l'ont pas encore réussi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, j'ai pas trouvé toujours chaussure à mon pied, donc j'ai commencé à créer des jeux. Et là, j'en suis à trois créations. J'ai fait un jeu sur le management qui s'appelle Ketchup Management, qui est sorti il y a très peu de temps. J'ai un jeu sur la valorisation des compétences qui s'appelle Tous à bord, qui va sortir dans quelques mois. Je pense au plus tard à la rentrée, là en septembre 2025. Et puis j'ai un jeu sur les réunions, comment faire des réunions efficaces et plaisantes, qui s'appelle Meeting Roller Coaster. Et ce jeu-là, il est voilà, pareil, il est en développement. Donc c'est des jeux que j'utilise déjà dans mes formations et puis que je vais proposer à la vente parce que bah, j'ai envie de partager mes outils que je trouve Génial, j'indiquerai le nom des jeux dans les commentaires du podcast. Alors, on va se centrer la dernière partie de ce podcast plutôt sur le formateur. Pour que tout cela fonctionne,
pour toi, quelle doit être la posture d'un formateur en pédagogie expérientielle? Est-ce que c'est plutôt un expert ou plutôt un facilitateur? Je pense que je sais ce que tu vas me dire. Eh ben, en réalité, ça peut être un peu les 2 quand même. Évidemment, ça enfin, si c'est un expert et qu'il est là que pour donner son expertise, évidemment, ça va pas fonctionner ou en tout cas, on va revenir à des formes d'apprentissage qu'on va appeler plutôt transmissives, qui peuvent avoir d'ailleurs leur raison d'être et leur efficacité dans des temps un peu contraints. Voilà, quand j'ai 10 minutes devant moi, et que je dois faire passer un message, bah, j'aurai pas trop le temps de faire une expérience. Mais évidemment, la facilitation, elle est préférable parce qu'elle va aller chercher l'apprenant, voilà, finalement lui proposer de vivre les choses par elle-même. En fait, la responsabilité va être rendue à l'apprenant. C'est-à-dire, c'est l'apprenant qui est responsable de son apprentissage, qui s'engage dans son apprentissage. Donc, bien sûr, la facilitation, c'est important. Et pourquoi je dis que l'expertise, ça peut avoir du sens, c'est parce que moi, je crois de plus en plus à une pédagogie de l'émergence. Quand on fait vivre une expérience à quelqu'un, il va vivre cette expérience de manière singulière, c'est-à-dire que bah, chaque personne est différente, chaque personne a une expérience de vie, des vécus, une éducation, des croyances, un âge, une santé, enfin plein d'éléments qui sont différents. Et donc, évidemment, chaque personne va entrer en résonance avec l'expérience de façon différente. Alors, je peux être facilitateur et puis avoir déjà le contenu de mon débriefing tout prêt et puis dire vous avez probablement vécu cette expérience-là, donc voilà ce que je vous propose comme débriefing. Baf. Oui, mais c'est pas très juste parce qu'en réalité, les personnes qui sont dans la salle ont peut-être vécu autre chose. Donc, je peux aussi venir un peu plus chercher ce qu'on appelle de l'émergence, c'est-à-dire dire aux personnes qu'est-ce que vous avez vécu, c'était comment pour vous, qu'est-ce que vous pensez avoir appris dans cette activité. Et à ce moment-là, je suis dans une posture qui va évidemment être dans la facilitation, mais qui va quand même être un peu mise au défi de mon expertise, parce que bah, potentiellement, les apprenants peuvent m'amener tout et n'importe quoi comme sujet d'apprentissage. Et donc, si j'ai pas un minimum d'expertise pour arriver à apprécier comment récupérer les balles qui me sont envoyées et comment voilà les reprendre au bon, c'est pas forcément très simple. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire la facilitation, c'est vraiment pour moi la posture de base, c'est-à-dire faire confiance à l'apprenant, créer un cadre qui soit à la fois bienveillant, engageant, mais aussi structurant, pour que la personne puisse s'y sentir bien. Mais quand même, ça peut aider d'avoir une petite dose d'expertise pour avoir la capacité à apprécier comment l'apprenant s'est engagé dans l'expérience et comment on peut l'accompagner à partir de son expérience à lui, son expérience singulière. Merci, Étienne, encore une fois pour tout ça. On va terminer avec, 2 questions puisqu'on arrive, au bout de ce podcast. J'aimerais te poser encore 2 questions. Sur le formateur, quel conseil finalement tu pourrais donner à un formateur qui veut, expérimenter, innover, mais qui ne sait pas du tout par où commencer? Ouais, ça c'est une question intéressante parce que j'imagine, il y a peut-être des personnes qui écoutent là, qui se disent bon, c'est super, les principes, les piliers, les machins, mais Mais je fais. concrètement, on fait comment? Alors déjà, il y a un mot que tu as utilisé, que j'ai utilisé dans le titre de mon livre, c'est le mot innover. Oui, Voilà, l'innovation, c'est toujours un sujet qui peut faire un peu peur. Moi, je la remets à sa place. L'innovation, en fait, c'est simplement proposer quelque chose dans un contexte donné. Donc voilà, j'ai des apprenants, ils ont telle et telle caractéristique. Je vais leur proposer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que innover, c'est pas créer quelque chose de totalement nouveau, c'est pas de la novation, c'est de l'innovation. Donc dans in, il y a bien injecter, il y a bien mettre dans. L'innovation, c'est vraiment je vais proposer à un public qui ne le connaît pas encore un contenu qui va, bah, pour le coup, lui sembler nouveau. Et comme c'est nouveau, ça peut bah, le réenchanter, le réintéresser, etc. Souvent, on voit des publics qui sont un peu blasés en formation professionnelle parce qu'ils ont déjà eu des kilomètres de formation, puis souvent c'était pas très intéressant, il y avait beaucoup de diaporamas, beaucoup de trucs qui descendaient, etc. Donc là, leur proposer quelque chose d'un peu nouveau, ah tiens, pourquoi pas. Donc vraiment, l'innovation, c'est pour ça, c'est moi, j'ai vraiment à cœur de redonner la foi dans la formation. C'est-à-dire que je trouve qu'une personne à la fin d'une journée qui me dit, bah, je suis venu à reculons, on m'avait inscrit de force, et puis finalement, j'ai passé une super journée et je trouve ça cool qu'on puisse apprendre. Pour moi, j'ai réussi ma journée. Donc voilà, vraiment, ce premier sujet, c'est qu'est-ce que je peux apporter de nouveau par rapport à mon public? Ce qui veut dire qu'il faut déjà que je me pose la question de qui sont mes apprenants? Et en me posant la question de qui sont mes apprenants, je vais justement me poser la question de
vers quoi je peux les amener, qu'est-ce qu'ils pourront être capables de faire. Donc je vais me poser la question des objectifs. Donc vraiment, c'est une première phase qui est un peu une phase d'empathie. Deuxième élément, alors c'est pas forcément en lien les trois ou quatre que j'ai en tête, mais le deuxième élément, c'est qu'est-ce qui me fait moi plaisir en tant que formateur. Quand tout à l'heure je disais j'adore les jeux de société et maintenant je les utilise en formation, c'est parce qu'en fait, en premier mouvement, j'adore ça, ça me fait plaisir. Donc finalement, si je viens avec un contenu que je n'aime pas, qui m'amuse pas, qui me fait pas plaisir, ou je me dis pas chouette, je vais passer une bonne journée, bah là je peux m'inquiéter. Donc vraiment, moi mon deuxième conseil, c'est allez chercher des trucs qui vous plaisent, lisez des bouquins de pédagogie où il y a des exemples d'activités. Alors évidemment, dans mon livre, il y en a pas mal, mais il y a aussi beaucoup d'autres livres qui proposent ça. Il y a plein d'autres méthodes. Et allez chercher des trucs où vous dites, oh ça, j'aimerais bien essayer de le faire. Et aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles d'ailleurs gratuitement. Donc voilà, il n'y a même pas besoin d'acheter des livres pour avoir beaucoup d'informations. Donc voilà, allez chercher des trucs qui vous font plaisir, des choses qui vous font envie. Et puis, dernier élément, moi je sais que j'utilise énormément des transferts de pédagogie. Je m'explique. Euh, je vais, par exemple, j'ai pu donner à un certain moment à des formations à l'entrepreneuriat. Et donc je leur apprenais différentes théories comme la théorie de l'effectuation de Sarah Sarasvati, vraiment intéressante. Et puis en fait, il n'y a pas très longtemps, pour une formation pour des demandeurs d'emploi en insertion, je me suis dit, mais finalement, leur donner un cours d'entrepreneuriat, mais plutôt pour leur montrer que être demandeur d'emploi, c'est quelque part avoir déjà une posture d'entrepreneur, parce que bah on se débrouille avec ce qu'on a, on est quand même beaucoup dans un esprit d'initiative, on prend des risques, etc. Je me suis dit finalement ça peut être hyper intéressant. Et donc mon dernier conseil, ce serait vraiment de dire probablement vous savez déjà un certain nombre de choses, vous connaissez un certain nombre d'activités, mais est-ce que vous avez osé utiliser toutes vos activités avec des publics qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient initialement visés. Et ce transfert de pédagogie, je le trouve extrêmement riche parce que on redécouvre des contenus qu'on connaissait par cœur. Et ça, en tout cas, c'est une de mes sources de plaisir principales, c'est me dire tiens, ce truc que je connais bien, si je le proposais à un autre public qui a rien à voir, qu'est-ce qui se passerait? Et voilà, ça, je pense que ça peut être aussi une source d'inspiration pour ne pas avoir à réinventer à chaque fois voilà, de nouveaux contenus ou des choses complexes. Ouais, très très bonne idée. Ouais. Alors on va arriver à la fin de cet épisode. J'ai juste une dernière question que j'aime bien poser sur l'évolution de la formation professionnelle dans les prochaines années. C'est quoi pour toi les grandes tendances que tu pressens et qui émergent ou qui vont émerger? Alors, moi, premier sujet, un peu un sujet qui me fâche, j'observe que il y a beaucoup d'exigences aujourd'hui dans la formation professionnelle. Il y a Calliope, il y a un certain nombre de normes Oui, qui ont été édictées. Et moi, je me demande si on fait pas un peu semblant d'être exigeant. C'est-à-dire que finalement, tous les formateurs aujourd'hui le disent. Des outils comme Calliope, ça leur a oui, alors bien sûr, ça leur a permis de se poser des bonnes questions et je pense que ça a permis de faire un peu de tri. Mais au bout d'un moment, les gens, ils commencent à cocher des cases, à remplir des tableaux et finalement, ils font les choses pour les faire et pas forcément pour le sens que ça a. Et moi, je me demande si le fait comme ça de ce faux semblant de l'exigence, je me demande combien de temps ça va tenir et à quel moment ça va craquer. Donc, je me dis que peut-être dans l'avenir de la formation professionnelle, il y aura sans doute dans les mois ou les années à venir des réformes un peu importantes. Et je sais pas du tout dans quel sens elles pourraient aller, mais voilà, moi j'ai un sujet avec cette espèce voilà, de faux semblant d'exigence. Deuxième chose que je vois, qui finalement je parle que de trucs qui me fâchent. c'est pour les améliorer, c'est bien. C'est ça. Moi, la deuxième chose qui me fâche, c'est que il y a une espèce de satisfaction sur les formats courts, encore aujourd'hui, j'allais dire. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, on me demande encore beaucoup une journée de formation par-ci par-là, et on se dit qu'en une journée, on va réussir à résoudre des problèmes majeurs. Bah non, en vrai. En une journée, oui, on va bousculer un peu les croyances des personnes. Donc ça, c'est très chouette. On va pouvoir faire avancer un peu le schmilblick, mais je crois qu'on a oublié un peu que parfois c'est dans le temps, et c'est même pas parfois, c'est tout le temps dans le temps en fait que la compétence, que la connaissance, elle se développe. Donc moi j'aimerais bien que la formation, si elle évolue, elle allait un peu plus sur des formats longue durée. Et ça va bien avec le quatrième pilier de Stanislas Dehaene, j'en profite pour le rappeler, qu'il faut de l'ancrage en fait, il faut revenir sur les sujets.
On peut pas apprendre en une seule fois. En fait, moi, j'ai fait plein d'expériences avec des formateurs en leur montrant que même du matin jusqu'à une demi-journée, c'est-à-dire en début d'après-midi, ils ont déjà oublié ce qu'on a vu le matin. Et ça, c'est pas le fait que la formation était mauvaise, c'est le fait que le cerveau, c'est une machine à oublier. Donc voilà, faut prendre soin de lui, quoi. Il faut ancrer, il faut répéter. Et puis, dernier sujet, évidemment, la tarte à la crème en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je m'amuse beaucoup à jouer avec l'intelligence artificielle en me disant, tiens, est-ce qu'elle serait plus performante que moi pour inventer des formations? Et la réponse est clairement oui. C'est-à-dire que quand je lui donne des contraintes et quelques indices en lui disant tiens j'utiliserais bien tel type de méthode etc. Elle trouve des idées qui sont hyper pertinentes. Donc je pense que le métier d'ingénieur pédagogique est un métier qui pourrait être amené à évoluer puisque aujourd'hui une intelligence artificielle est capable de pondre des contenus de formation extrêmement pertinents. Alors, évidemment il faut quelqu'un qui a un petit peu d'expertise pour savoir juger de la pertinence de ce qui est proposé, mais globalement, je pense que ça peut devenir un compagnon de route pour, justement, tiens, je rajoute ça quand tu demandais qu'est-ce qui peut aider un formateur à se lancer dans la pratique, peut-être d'avoir des conversations avec une intelligence artificielle pour voir ce qu'elle pourrait lui proposer. Ouais, c'est vrai. Un vrai outil d'inspiration en réalité. Je suis d'accord, à la fois pour Calliope et à la fois pour l'intelligence artificielle. On est arrivé au bout de cet épisode. Vraiment, je te remercie beaucoup, Étienne, pour tous ces éclairages. On a vu beaucoup de choses. Comment tu conçois la pédagogie expérientielle, l'importance que tu accordes à l'erreur dans l'apprentissage, l'attention, la motivation, l'influence des neurosciences et la façon dont tu intègres l'évaluation et le jeu dans tes parcours. Merci vraiment pour tout ça. Je pense sincèrement que tes conseils vont inspirer bon nombre de responsables de formation, formateurs et ingénieurs pédagogiques. Et puis, je rappelle le titre de ton livre parce que pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je vous invite à vraiment acheter et à plonger dans ton livre qui se nomme donc Innover en formation grâce à la pédagogie expérientielle. On le trouve sur Amazon. Merci vraiment Étienne et merci à tous nos auditeurs pour avoir suivi cet épisode. Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un épisode du podcast Never Stop Learning où normalement nous parlerons de l'entreprise apprenante. Un très très grand merci vraiment Étienne. Merci à toi Gérard, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou cifadis.fr. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.